Bonjour Claude Issard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste. On vous écoute du lundi au vendredi sur RFI pour votre émission Couleurs Tropicales. Ouais. Vous allez fêter les 23 ans bientôt, c'est ça? Ouais, bientôt les 23 ans, mars prochain. On vous connaît aussi évidemment pour vos indignations, des indignations légitimes, parce qu'on n'en parle sans doute pas assez de l'Afrique et de ce qu'il s'y passe. Ainsi, l'Europe a découvert le marchandage, l'esclavage des femmes et des hommes en Libye. On va y revenir, mais d'abord, quel est votre regard à vous, Claude Issard? Mon regard à moi, c'est celui d'un Afro-Caribéen de la Guadeloupe, c'est-à-dire un Africain de la Caraïbe, né à Paris, ayant grandi dans un petit village de Haute-Provence. Et donc, je suis le fruit de toutes ces terres et de toutes ces identités. Ça me permet de regarder le monde à 360 degrés et d'avoir peut-être finalement une sensibilité différente. Et j'ai la prétention de dire peut-être plus ouvert aux autres, avec un regard plus empathique, mais avec cette recherche permanente de la justice. Je suis celui qui souffre, quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit son sexe, quelle que soit sa religion. Sur votre compte Facebook, vous avez publié une vidéo où on vous voit en colère, très en colère. Vous y dénoncez la vente d'êtres humains et la responsabilité des chefs d'État africains. Vous concluez en disant « Nous, on est prêts ». Ouais. Qui est ce « nous », Claude Issard, et à quoi êtes-vous prêt? C'est toute une génération consciente. Cette génération consciente, ce sont des jeunes et des moins jeunes. Ce sont des femmes et des hommes qui ont décidé que leur vie ne pourrait plus être hypothéquée par des politiques meurtrières, qu'elles soient sur le continent africain ou qu'elles soient en Occident. Bref, toutes les prédations de génération en génération qui brisent des vies et qui expliquent aujourd'hui tant de migrations. Il faudrait juste faire un parallèle avec, souvenez-vous, l'Europe du 19e siècle, c'est une Europe extrêmement pauvre. Je pense à l'Irlande, je pense à une partie de l'Angleterre, je pense... Et toutes celles et tous ceux qui finalement partent vers les terres du dit Nouveau Monde, en tout cas ces terres qui ont été colonisées, et ils partent en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, pour une vie meilleure. Et donc vous avez là aujourd'hui des peuples d'Afrique qui eux subissent la prédation de l'Occident sur leurs matières premières, sur leur système politique, et qui décident d'aller ailleurs, vers une vie meilleure. Et justement, quand vous voyez qu'au Rwanda, on s'apprête à accueillir 30 000 migrants libyens et qu'en France, on durcit les conditions d'accueil des réfugiés, ça vous met en colère, ça aussi? Vous trouvez qu'on est à la hauteur en France, en Europe? Déjà, lorsque le président Kagame fait ça, alors très bien, s'il peut sauver des vies de l'enfer libyen, très bien. Il le fait également, il a accepté aussi un deal avec Israël, c'est-à-dire d'être payé pour que des gens viennent sur son sol, parce qu'Israël ne veut pas une certaine catégorie de population sur son sol. Donc parfois je m'interroge, mais je m'interroge surtout sur l'attitude de la France et de l'Europe, qui ruse avec tous les principes d'égalité, d'accueil et d'asile. Et ça, c'est la chose la plus violente pour moi. Alors que l'Europe, la France, tous les pays d'Europe, l'Occident en général, sait pourquoi tant de jeunes viennent. Et tous ces pays-là, tous ces dirigeants savent qu'il y a une vraie prédation sur les matières premières et pas seulement, je le disais, sur les systèmes politiques qui expliquent l'extrême pauvreté, qui expliquent le maintien de gens au pouvoir dans tous ces pays-là, qui n'ont aucune vision de développement et de vie meilleure pour toute cette jeunesse-là. Ils n'ont qu'une vision, c'est l'enrichissement personnel. Et ça, c'est dit, je le dis de façon très simple, comme ça, mais c'est ça la réalité. Je vous assure, ces êtres humains-là ne sont pas supérieurs à d'autres. Lorsqu'ils sont dans l'appât du gain, il est pour un clan familial, il est pour un clan ethnique, il est pour un clan politique, et il est dévastateur, il est meurtrier. Vous avez parlé de crimes contre l'humanité, que l'Union européenne était responsable de crimes contre l'humanité. À quoi vous appelez les responsables politiques européens aujourd'hui? Écoutez, c'est incroyable quand même, parce que lorsque je dis dans la vidéo c'est un crime contre l'humanité, à la fois moi je me base sur ma vision, sur mon regard, mais je me base surtout sur des lois. Des lois, qu'elles soient françaises, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient internationales, en ce qui concerne la traite d'êtres humains. Là-dessus, je suis très clair. Et lorsque vous avez des gens qui financent avec tout ça, lorsque même les responsables africains, lorsque j'ai dit ça, on m'a appelé en me disant « mais tu ne peux pas dire crime contre l'humanité, tu es peut-être excessif ». Il a fallu que le président Macron dise que c'est un crime contre l'humanité pour que les responsables africains et d'autres responsables européens commencent à accepter la terminologie en se disant « oui, effectivement, c'est un qualificatif qui est peut-être le meilleur ». Bref, c'est un crime contre l'humanité aussi parce qu'il y a, j'ai envie de dire, préméditation. Tout le monde savait ce qui se passait en Libye et même sous l'ère Kadhafi, le racisme permanent, la maltraitance envers les Noirs, ça c'était une réalité. On ne savait pas que ça allait prendre
une telle ampleur. Mais lorsque vous payez des bandits pour enrayer une migration, vous pouvez vous attendre à toutes sortes de dérives et à toutes sortes de crimes. Lorsque vous avez dans l'imaginaire de ces gens un mépris des populations afro, parce que ça a été aussi des terres d'esclavage des peuples afro, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il y ait l'accueil le plus bienveillant du monde. Donc, tout le monde savait. L'Europe a payé pour freiner ces gens-là. Mieux vaut que ces nègres meurent dans le désert, meurent en mer, mais plus proches des côtes libyennes que des côtes européennes, plutôt que de les voir débarquer. Et y compris d'ailleurs, hier, il y a un compte Twitter, Marine Zina pour la citer, qui vous interpellait et qui pointait aussi la responsabilité, indépendamment des chefs d'État, la responsabilité des entreprises aujourd'hui. Est-ce que c'est pas aussi le rôle du politique, de l'État français, de pointer du doigt justement les entreprises françaises qui sont impliquées dans les transferts d'argent, dans les rançons qui sont exigées aujourd'hui en Libye? Alors, je crois qu'on peut pointer du doigt toutes les responsabilités à différents niveaux. Mais les principes de ces sociétés de transfert d'argent, ce n'est pas de demander pourquoi l'argent est transféré. Ils ne le font jamais sur aucun territoire. Et donc, moi, je ne veux pas en tout cas les incriminer ou dire qu'ils ont une responsabilité dans tout cela. Sauf si, effectivement, on identifie des personnes très clairement comme étant des négriers. Et auquel cas, lorsque leur nom apparaît en termes de transfert d'argent, eh bien, il faut bloquer ces transferts. Vous diriez aujourd'hui, ou plutôt d'ailleurs, on voit que sur votre compte Facebook, vous dites « ça ne vous fait rien », vous interpellez les gens en disant « ça ne vous fait rien », c'est votre cri un peu. Vous diriez qu'on a l'indignation sélective aujourd'hui? Il suffit de regarder ce qui s'est passé le 18 novembre, c'est-à-dire, moi j'étais persuadé, alors déjà qu'il y aurait moins de monde, ça a été une marée humaine, mais je pensais que nous allions voir la France arc-en-ciel qui était dans la rue après les attentats de Charlie Hebdo, après les attentats du 13 novembre. J'étais persuadé de ça. Et j'ai vu beaucoup de Noirs, qui soient d'origine africaine ou des Afros, des Caraïbes, de la Réunion, de Guyane et autres. J'ai surtout vu cette population-là dans la rue. Et moi, ça m'a blessé. Parce que j'étais persuadé que sur cette histoire de l'esclavage, comment peut-on encore imaginer que nous tous serions dans un même élan dans la rue pour refuser cela? Et puis je vois le traitement également des médias, c'est quelque chose de, finalement, on le traite comme étant une actualité normale, c'est pas quelque chose de normal. Moi je ne pensais pas, moi qui suis un descendant d'esclaves, j'appartiens à un peuple né dans les fers de l'esclavage, je ne pensais pas qu'un jour je devrais être confronté à des négriers, et c'est-à-dire avoir la possibilité de les rencontrer et de leur demander pourquoi. Et c'est ce que je compte faire d'ailleurs, parce qu'il faut laisser des témoignages pour l'histoire. Et je ne comprends pas, l'attitude du politique pour moi n'a pas été la bonne. L'attitude des politiques, que ce soit des responsables européens ou en Afrique, personne n'a eu la bonne attitude. Et les médias encore moins, j'ai envie de dire. Et je suis extrêmement blessé par cela. Je suis blessé dans ma chair et je suis blessé en tant qu'être humain et en tant que Français. Vous interpellez les journalistes, les intellectuels, les footballeurs, vous les interrogez, je vous cite, vous ne comprenez pas ce qui se joue. Leur demandez-vous, qu'est-ce qui se joue, Claude Issiard, en ce moment même précisément en Afrique? C'est l'histoire de l'humanité. C'est la cohésion entre les êtres humains, quelles que soient leurs origines sociales, ethniques, leur couleur de peau, leur religion. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un monde où tous les affrontements sont justifiés par la relégation, par les discriminations, par le regard différent que l'on peut avoir sur l'autre. Regardez ce qui se passe avec les Rohingyas. C'est inacceptable d'avoir en plus cette femme à la tête de cet État-là, que nous avons tous défendu parce qu'il était inacceptable qu'elle soit en résidence surveillée. Jusqu'à avoir le prix Nobel. Mais oui, prix Nobel de la paix, et qui n'a rien dit durant des mois, et qui a demandé à un pape de ne pas prononcer le mot de ce peuple, comme on va faire un parallèle, comme si c'était des intouchables, des innommables. Je veux dire, c'est hallucinant. Et tout notre monde est régi de cette façon-là. Et donc, ce qui se joue aujourd'hui, très clairement, c'est une paix et le respect qu'il doit y avoir entre les différents peuples à travers cette planète-là. Moi, aujourd'hui, je peux être fondé à me dire je veux prendre la tête d'une rébellion contre cet Occident qui finalement fait plus que nous oppresser. Elle nous humilie, elle nous avilit.
chaque jour un peu plus, avec la complicité des chefs d'État africains. Vous trouvez qu'il a eu les bons mots, le président français, quand vous l'entendez s'adresser à la jeunesse africaine, d'ailleurs comme s'il n'y avait qu'une jeunesse africaine. Vous vous dites que le temps de la France-Afrique est révolu ou bien qu'il subsiste encore chez Emmanuel Macron, chez notre président, un peu de paternalisme dans son rapport aux États africains? Alors non seulement il y a énormément de paternalisme, mais je pense qu'il ne s'en est pas rendu compte parce qu'il est malheureusement le fruit d'un imaginaire sur les Noirs. Et mais sans le vouloir, il l'a exprimé, mais alors tout au long de ce périple entre le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Au Ghana, il a été remis à sa place quand même par le président ghanéen. Alors moi, je vais vous répondre par une question. Lorsque quelqu'un dit qu'il n'y a plus de politique africaine donc en France à la tête de l'État et qui dans le même temps, enfin quelques mois auparavant, crée le Conseil présidentiel pour l'Afrique, pensez-vous que nous soyons sortis d'une certaine France-Afrique? Non, évidemment, tout son propos et puis l'attitude qu'il a eue vis-à-vis du président Roch Marc Christian Kaboré, c'est-à-dire à l'aéroport sur le tarmac en lui touchant la nuque alors qu'il est beaucoup plus grand que lui. Donc il faut vraiment faire un effort pour aller lui toucher la nuque. C'était de la condescendance, ça a été mal pris. Ça aurait pu être juste un geste amical que moi je peux comprendre. Sauf que ça veut dire qu'il n'a pas conscience du contexte des rapports entre l'Afrique et l'Europe, certains pays d'Afrique francophone et la France, la perception qu'ont les jeunes aujourd'hui de la France au regard de tout ce qui se joue et de toute l'actualité, ça veut dire qu'il ne perçoit pas ça, que tous ses conseillers et tous les membres de son conseil présidentiel pour l'Afrique n'ont pas su lui faire comprendre on n'est pas dans ce temps-là et que là, ça a été extrêmement mal perçu. Finalement, il en restera quelque chose d'aussi négatif que le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar. Et finalement, ce propos aussi qui a choqué beaucoup de monde sur les trafiquants qui seraient du côté de l'Afrique et non pas du côté des Européens. Alors, d'un côté, oui, il a raison de dire que les négriers, les trafiquants, ce sont des Africains, qu'ils soient du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Mais en réalité, qui encore bénéficie de ce trafic, de tout ce business, de toute cette saleté? C'est bien l'Europe qui a payé des gens pour que. Et puis c'est assez étonnant parce que l'esclavage des peuples d'Afrique subsaharienne a commencé au 7e siècle avec les Arabes, puis plus tard avec les Européens. Et on voit aujourd'hui que Arabes et Européens sont d'accord, se sont mis d'accord pour encore une fois faire peser sur ces peuples d'Afrique subsaharienne ce crime honteux de l'esclavage. C'est incroyable. Alors après la mobilisation que vous aviez initiée à Paris, vous, moi, que peuvent les citoyens face à cette situation concrètement? Que peut-on faire? Moi je pense qu'il est aujourd'hui, il faut que l'Europe, mais surtout que la France, décide d'arrêter sa prédation sur l'Afrique et d'arrêter de faire et défaire les rois et de maintenir des gens sur ce continent qui ne sont que des bourreaux pour leur population. Il est temps que ça cesse. Alors certainement, si la France se retire totalement, dit « nous on se lave les mains maintenant de votre sort », probablement qu'il y aura des choses terribles parce que des gens voudront reprendre le pouvoir, chasser ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont au pouvoir voudront résister, certainement. Vous savez, c'est malheureusement l'histoire de l'humanité. Il faut laisser les peuples se construire et on empêche aujourd'hui l'Afrique. Et cela depuis 1830, depuis la colonisation qui a commencé par l'Algérie, on empêche l'Afrique de se construire, de marcher sur le chemin qui doit être le sien. Et c'est pour cela qu'il y a encore aujourd'hui autant de morts. Et il y a autant de familles, de générations sacrifiées, de gens qui ne voient pas de perspective d'avenir pour leurs enfants. Lorsqu'on est parent et qu'on subit ça, on en veut à la terre entière. Et moi j'ai envie de dire à nos compatriotes français, souvenez-vous de cette chanson de 1986, si ma mémoire est bonne, de Jean-Jacques Goldman, Là-bas. Tout le texte de cette chanson traduit toutes les aspirations de ces jeunes aujourd'hui, qui ont envie de vivre mieux et qui sont persuadés qu'ils peuvent vivre mieux ailleurs. Et cette terre, elle est à tout le monde. Une dernière question. Hier, je recevais le directeur des campagnes de la France Insoumise, Manuel Bompard. Il vous demande ce que vous pensez de l'idée de refaire vivre l'espace de la francophonie dans le monde. C'était d'ailleurs dans le programme de la France Insoumise. Et il a une deuxième question. Il vous demande comment vous voyez l'idée d'un partenariat avec des pays autour de l'arc méditerranéen. Il pense notamment à la Tunisie et à la révolution tunisienne. Moi, je suis très ami avec Michaël Jean, l'actuel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie.
nous partageons, nous avons ce partage d'histoire commune, parce qu'elle est d'origine haïtienne, donc descendante d'un peuple qui est né dans les fers de l'esclavage. Et je connais sa vision. Si la francophonie n'est pas une arme de propagande juste pour asseoir un petit peu plus la domination francophone ou française sur le reste du monde, c'est un outil qui permet de partager des valeurs. Et c'est ce que je crois qu'est la francophonie aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'elle peut agir réellement pour changer les choses, faire évoluer les mentalités? C'est beaucoup plus complexe. En ce qui concerne le bassin méditerranéen, vous savez, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que à la fois je me félicite d'avoir une langue qui me permet d'être compris dans bien des pays du monde, et dans le même temps je trouve que le pays où est née cette langue n'en comprend pas la force et la valeur, très clairement. Lorsque le président Macron, par exemple, dit oui, le français, vous devez le porter, vous devez, il dit ça, il s'adresse à cette jeunesse africaine, et dans le même temps, lorsque lui est dans certains pays, il parle anglais. Pour montrer qu'il parle anglais, parle français, on s'en fout de savoir si tu parles anglais, c'est ton problème à toi avec tes amis anglophones. D'un côté, on ne peut pas ruser avec ces principes en permanence, quoi. On ne peut pas d'un côté parler de ce que nous avons en partage et de l'autre avoir autant d'être arc-bouté sur des intérêts. Pour moi aujourd'hui, le pays qui dit oui, attendez, nos intérêts, c'est un pays qui n'a pas compris quelle était la marche du monde, très clairement. Donc, merci beaucoup Claude Issiard. Demain, quelques jours après après la journée mondiale contre le sida, je recevrai François Berdugo. Il est l'un des co-auteurs de l'ouvrage « La fin du sida est-elle possible ?», publié chez Textuel. Vous avez une question pour lui? Oui, je le regarde dans les yeux pour lui poser la question. Vous pouvez. Écoutez, aujourd'hui, on sait qu'en Afrique, c'est encore l'une des pandémies qui tue. Extrêmement violemment, parce que vous avez des femmes et des hommes, des enfants qui n'ont pas accès aux médicaments les plus élémentaires auxquels nous avons accès dans l'espace occidental, si je puis dire. Alors va-t-il y avoir une possibilité enfin, eh bien qu'il y ait un vrai partage, qu'il n'y ait pas d'inégalité de traitement, sans jeu de mots, pour toutes ces populations qui, à travers le monde, dans les pays les plus pauvres, eh bien, meurent parce qu'ils n'ont pas accès aux médicaments. Merci. Merci beaucoup. La question sera transmise.